Cet autre tueur silencieux se manifeste sous plusieurs formes. Le cancer du sein, de la peau, du sang, du col de l'utérus et que sais-je encore. Ce soir, Regard Social vous amène à découvrir le cancer de l'œil chez une fillette âgée de 4 ans seulement. Elle n'a pas demandé à naître, mais elle est tombée sur cette maladie. Vous aurez également l'occasion de vivre tout cela dans le reportage enquête qui a été réalisé cette semaine. Madame, Monsieur, merci de rester davantage devant votre petit écran parce qu'en deuxième partie, nous aurons des experts de classe exceptionnelle qui vont davantage nous édifier sur la question. Bonsoir et bienvenue une fois encore à cette autre édition de Regard Social. Et comme vous le savez, la première partie est consacrée au témoignage. Et sur ce plateau, nous recevons Mayo Karine. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Vous êtes avec nous ce soir parce que votre fille, Ange Kessi, âgée de 4 ans, est malade. Oui, c'est ça, monsieur. De quoi souffre-t-elle? Elle souffre d'un cancer à l'œil gauche. Et comment vous le savez? Au départ, il y a une petite boule qui apparaissait en étoile là, à l'œil gauche. La première semaine, quand je découvre la boule, j'appelle l'enfant pour pouvoir bien regarder. Dès que l'enfant se rapproche de moi, dès que je regarde l'œil, la boule disparaît pendant une semaine. La deuxième semaine, avec le reflet de la lumière, quand elle sort à l'angle de la maison, je la rappelle encore pour la deuxième fois. Quand je contrôle l'œil de l'enfant, je vois la boule est formée dans la pupille de l'œil. C'est où ma petite, une fois, je n'ai pas pris ça en considération parce que je ne savais pas de quoi il était question. Il y a combien de temps de cela? Il y a de cela presque un an. Oui, il y a de cela, ça fait déjà un an aujourd'hui. C'est la troisième semaine, ma petite se me dit, hey, ma grande soeur, est-ce que tu vois l'œil de l'enfant là? L'œil de l'enfant là n'est pas normal. Puisque quand je l'ai vu sortir du couloir de la maison là, j'ai vu les yeux sortir, l'œil là, ça faisait comme pour le chat. Et moi j'ai vu, mais quand je l'appelle, je la fais venir vers moi, ça disparaît. Et que c'est elle qui prend 5000 francs pour la première fois, elle me remet que va à l'hôpital avec l'œil de l'enfant. J'ai pris les 5000, mais ne sachant pas que c'était une maladie, franchement. J'ai fait presque 3 jours. 4e jour, alors, puisque 5000 était aussi tellement petit pour amener l'enfant à l'hôpital, j'ai pu prêter presque 10 000 chez les voisins, chez une voisine d'à côté. Quand j'amène l'enfant à l'hôpital, j'ai ramené l'enfant à Acha. C'est de Acha maintenant qu'on fait les examens. Les premiers examens qu'on a fait, on me dit que l'enfant a un cancer. Parce que dès que j'arrive, le médecin qui suivait l'enfant, qui a pris l'enfant en charge, il appelait ses confrères. Ils se sont un peu concertés pendant plus de 30 minutes. Moi, j'étais inquiet, je dis que mais qu'est-ce qui ne va pas? Comment le médecin peut prendre mon enfant et puis il retient l'enfant dans une salle, je ne connais pas ce qui se passe, puis il appelle certains de ses confrères. Puis quand il sort, il dit que il se conseille, il me dit va faire tel examen. Je suis allé, j'ai fait ces examens. Quand il revient maintenant, quand je vais prendre le résultat des examens, on me flash, le docteur me flash carrément, c'est un cancer. Là, j'étais abattue, je ne savais même pas quoi faire. Il dit que le cancer, docteur, qu'est-ce qui prévient le cancer? Qu'est-ce qui peut provoquer cette maladie-là? Il dit que, je ne sais pas. Mais ce que je peux te dire, ici, on n'a pas les appareils adéquats pour pouvoir suivre cet enfant. Va soit à l'hôpital général, soit à la Quintilie pour plus d'informations. Là, je quitte de là, abattue, tellement abattue, parce que c'est un nom que je n'avais, en dehors de suivre ça dans les séries télévision, je n'avais jamais compris parler de ça. Parce qu'aucun membre de ma famille n'a jamais souffert de cette maladie. Je rentre à la maison étant tellement abattue. J'explique à ma maman, puisque je vis avec ma maman. J'explique à ma maman, elle me dit non, tiens, ça peut être un mauvais diagnostic. Faut pas trop te lamenter comme tu le fais là. Faut aller faire certains examens aussi dans d'autres hôpitaux pour qu'on puisse mieux diagnostiquer pour te dire si c'est vraiment ça ou pas. Elle m'a un peu calmée elle m'a un peu calmée parce que j'étais tellement abattue. La voiture pouvait même me cogner ou quand je quittais de l'hôpital. Quand j'arrive maintenant, c'est elle maintenant qui dit, j'étais tellement abattue.
avec les larmes pleines aux yeux. Je n'arrivais plus à rien faire à la maison. Ces jours qu'on m'a dit que l'enfant souffrait d'un cancer. Et je n'avais même plus 5 francs dans les poches. C'est ma maman maintenant, elle voit, je suis tellement abattue, elle part auprès de ses copines, elle dit que ouais, comme vous voyez là mon enfant, j'ai ma petite fille qui est à la maison, sa maman et elle sont partis à l'hôpital, puis on leur a déclaré la maladie de l'œil, que l'enfant portait un cancer à l'œil gauche. Elle est partie, elle aussi, elle s'est battue comme elle pouvait se battre, elle a pris un peu, elle m'a trouvé un peu d'argent, puis je me suis rendue à l'hôpital La Quintini. C'est à La Quintini maintenant qu'on fait des multiples examens. On a fait le fond d'œil, on a fait l'échographie de l'œil. On dit que l'échographie de l'œil, ils ont dit ceci, apparemment l'enfant devait être, peut-être l'enfant est tombé, a dû tomber quelque part. Je dis non, mon enfant depuis que je l'ai porté, elle ne s'est jamais retrouvée, même pas au lit, et elle n'a jamais fait elle n'a jamais quitté du lit, fait une chute au sol. Oui, mais vous savez quand même que ce sont des enfants. Est-ce qu'entre-temps, ou alors que vous étiez absente, l'enfant était non, puisque tombé? je me suis dit que si si l'enfant... 3 l'enfant... ans que tout cela apparaît. Oui, c'est à 2 ans. 2 ans et demi. Oui, 2 ans et demi. Puisque je me suis dit que si l'enfant tombe, même si tu n'es pas là, quand même, forcément, il doit avoir quand même une marque sur... Puisque quand on dit quand c'est une maladie à l'œil, forcément, l'enfant doit avoir une marque sur le front. Je n'avais jamais porté l'enfant et trouvé la marque. C'est où après l'échographie de l'œil, le médecin me demande que il dit que l'échographie a démontré qu'il y a une boule de sang à l'intérieur, derrière quoi, je ne sais pas trop. Oui. Il me dit qu'il faut aller faire le scanner. C'est grâce au scanner qu'on va réellement détecter ce qui se passe. Étant toujours abattue, je n'avais rien, je n'avais pas de... Parce que le scanner aussi n'était pas chose facile, c'est tellement coûteux à mon niveau. Alors, tout cela a pris combien de temps? Du jour où vous quittez la maison, votre soeur qui attire votre attention et vous demande d'aller à l'hôpital, jusqu'à ce qu'on découvre que c'était le cancer, que c'est le cancer. Ça m'a pris presque un mois. Presque un mois. Puisqu'il fallait chercher, réunir l'argent pour pouvoir faire le scanner avant qu'on me confirme que l'enfant portait un cancer à l'œil gauche. Là maintenant... Et entre-temps, comment se comportait l'œil de l'enfant? Il y avait des liquides qui coulaient ou simplement d'autres manifestations? Pas de liquide, juste la pupille, la pupille noire là, au fur et à mesure, la boule, l'éclair qui était à l'intérieur faisait ça grandissait, ça évoluait. Ça faisait comme si ça devait sortir de l'œil pour... Oui, ça, au fur et à mesure, ça évoluait, ça grandissait. C'est comme ça que... Et elle pleurait toutes les nuits, elle passait les nuits à pleurer. Je n'arrivais pas à comprendre. Toutes les nuits, l'enfant passait les nuits à pleurer. C'est quand on découvre maintenant que c'est un cancer, que je fais l'échographie, le scanner. Je retourne à l'hôpital, le docteur dit que, oh tiens, j'étais quand même sûre que, parce que vu, j'ai déjà eu à voir ce genre de... J'ai déjà eu à voir ce genre de cas. J'étais sûre, mais il fallait un diagnostic complet pour que je puisse me rassurer. Et oui, là maintenant, ils ont demandé à faire une opération pour amputer l'œil pour que la maladie ne puisse pas contaminer, puisqu'ils disent que ça pouvait attaquer même le cerveau. Il fallait amputer l'œil. Alors, l'enfant n'est âgé que de 4 ans aujourd'hui. Oui, elle ne va pas à l'école? Elle ne va pas à l'école, puisqu'elle a interrompu l'année passée. Elle a commencé l'école. Avec toutes ces maladies qui étaient tellement... Avec toutes ces maladies, elle a interrompu parce qu'il fallait l'amener dans des hôpitaux de part et d'autre. Oui, c'est où elle a interrompu l'école. Elle n'a pas terminé l'année scolaire? Elle n'a pas terminé l'année scolaire. Et vous-même, vous ne faites rien? Mon petit commerce que je faisais, j'étais bon, j'ai tout gaspillé, j'ai tout mis ça sur l'enfant parce qu'il a fallu tellement des parcours, des examens, toutes ces choses-là, ça a tout pris mon capital. Pour le moment, je ne fais plus rien. Et l'enfant est toujours souffrant jusqu'à aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que la famille, votre famille a dit? Elle ne s'est pas réunie pour trouver des moyens? Si, ma famille s'est vraiment réunie. Parce que tout ce qu'on a fait là, parce que ça n'a pas été facile. C'est grâce aux membres de la famille? C'est grâce aux membres de la famille que j'ai pu faire ce que j'ai fait. Les examens? Oui, c'est grâce aux membres de la famille que j'ai pu
faire même ce examen. Parce que je suis arrivée jusqu'à la chimio. Quand on a fait le scanner, le docteur m'a demandé, il m'a dit qu'il fallait amputer automatiquement l'œil parce qu'il ne fallait plus que ça dorme puisque ça pouvait attaquer le cerveau. Ma famille s'est tellement battue et s'est tellement battue. On est parti faire amputer l'œil de l'enfant. Quand on ampute l'œil de l'enfant, je me suis dit que c'était fini, que l'enfant devait être sauvé parce qu'on avait déjà amputé son œil. Là, maintenant, il me dit non, tiens. Vous êtes battu, mais ce n'est pas la fin, hein, ça ne fait que commencer. Il dit que, mais tiens, docteur, qu'est-ce qui ne va pas? Vous me dites qu'après l'opération, mon enfant, il dit que non, il croit, il y a des cancers malignes, il y a des cancers, il a cité presque trois types de cancers. Souvent, quand on ampute l'œil, parfois, il y a certains cancers qui disparaissent complètement. Bon, quand on peut amputer une partie de ton corps, le cancer peut quitter avec. Mais il me dit, après ça, ils ont envoyé l'œil faire pour des analyses. Pour des analyses. Oui. Quand le résultat est revenu, il me secoue la tête, il me dit, maman, sois forte, hein, parce que c'est pas petit, c'est pas n'importe quoi ici. Sois forte, je sais que vous avez déjà tellement dépensé, mais il faut être seulement forte, puisqu'on ne peut pas laisser l'enfant si comme ça. Il faut continuer. Vous vous battez seul à élever l'enfant et à pouvoir à chercher la solution à sa maladie. Vous ne l'avez pas accouché seul aussi? C'est vrai que je n'ai pas accouché seul. J'étais, à l'époque, quand je portais cet enfant, j'étais avec son père. Mais puis, je me suis séparée avec lui quand l'enfant avait presque 9 mois. Il m'a dit que, comme je suis quittée, ça m'engage. Une fois même, quand l'enfant était couché à l'hôpital, je l'ai appelé, il me dit ceci. L'enfant, c'est l'enfant de la femme, l'enfant n'est pas l'enfant de l'homme. Et si moi, je peux accoucher même 5 enfants aujourd'hui, si je le veux. Bon, mais vous avez fait quoi pour le laisser? Vous ne savez pas que la famille est une bonne chose? Le père... Si la famille est une bonne chose, je ne refuse pas, mais quand tu vis avec un homme que vous ne vous entendez pas, il n'y a que les disputes, des querelles, je ne crois pas que ça vaut la peine de toujours vivre sur un même toit parce que vous pouvez vous entretuer dans une même maison. D'accord. Alors maintenant que l'enfant est malade, il faut trouver la solution ou vous allez trouver des moyens ou vous vivez comment avec elle? À la maison, vous mangez comment? C'est tellement difficile pour moi que je ne sais même pas quoi dire. Parce que même seulement le mangement n'est pas facile. Et je suis seule, je suis célibataire. Et c'est mon unique enfant. Et je vis dans une maison familiale. Bon, pour manger, il faut que je quémande passive de part et d'autre parce que il faut que je me lève parfois pour quémander de quoi manger parce que mon enfant, je n'arrive plus à rien faire parce que l'enfant me prend tout, elle me prend tout mon temps. Tout mon temps, c'est pour elle. Je n'arrive plus à rien parce que je ne peux même pas mettre quelque chose. Il faut courir pour dire l'enfant ne va pas, elle va comme ça. Bon, ce qui fait que je ne fais plus rien pour le moment. Je quémande seulement par-ci et d'autres. Et ma maman, pauvre maman aussi qui est là, c'est elle par moment qui se bat aussi pour faire notre riz sauté, qui ramène le riz sauté qu'on peut manger. Alors, vous voulez certainement qu'on trouve la solution à son problème. C'est la raison pour laquelle vous êtes venu sur le plateau de Regard Social. Et aujourd'hui, nous aurons en deuxième partie des experts de haut vol qui vont davantage nous expliquer sur la pathologie, qu'est-ce qui a pu arriver à cet enfant. Nous aurons l'occasion de découvrir tout cela. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez maintenant? Ce que je souhaite, je prie Dieu et je prie mes frères et sœurs de me venir en aide moralement, financièrement et matériellement parce que je suis déjà à bout. Tous les moyens que tout ce que j'avais, je l'ai mis sur l'enfant pour qu'il me vienne en aide pour pouvoir guérir cet enfant afin qu'elle puisse devenir comme les autres enfants parce qu'elle n'est pas comme les autres enfants. Il y a certains jeux qu'elle ne peut pas faire comme tout autre enfant. Très bien. Nous allons marquer l'unique pause, ou tout au moins une première pause en tout cas pour ce programme. Question de vous faire vivre le quotidien même de la fillette Ange Kessi, qui est âgée de 4 ans et qui souffre
d'un cancer de l'œil. Il est presque détruit. Vous aurez l'occasion également de découvrir tout cela dans le reportage. Une enquête qui a été menée dans son environnement immédiat avec sa maman et quelques membres de sa famille. Et donc, avec la caméra de Daniel Rahenze2, je vous propose de vivre donc, cette enquête. Et juste après, nous allons recevoir des experts. Sous le ciel de Douala, la pénétrante est de la capitale économique du Cameroun, le soleil est au rendez-vous et l'équipe de regard social est déjà en activité. Dans les ruelles de cette partie de la ville, Mayo Karine, 37 ans, et sa fillette Ange Kessi, 4 ans. C'est depuis des années que cette maman et sa fillette parcourent les villes et quartiers du pays à la recherche de la guérison du mal qui détruit progressivement la vue de son enfant, qui n'a pas encore goûté aux délices de la vie. Parce que la vie, je n'arrive pas vraiment à la comprendre. Quand j'ai accouché ma fille, je ne savais pas qu'elle devait sortir malade. Depuis que j'ai mis l'enfant au monde jusqu'à nos jours, je ne fais que souffrir. Depuis, je ne fais que marcher dans les hôpitaux. Karine, la maman de Ange, pense qu'elle vit dans un autre monde. Le cancer de l'œil est désormais un véritable handicap pour l'épanouissement de sa fille. Mon enfant, comme vous voyez là, elle me prend tout mon temps, toute mon énergie. Je ne vis que pour la voir souffrir parce que je ne peux rien. Je n'ai même pas assez de moyens pour pouvoir l'amener pour qu'on puisse prendre soin d'elle. Parce qu'à ce niveau où je me trouve, ma maman s'est tellement endettée. On a fait le scanner que le médecin avait demandé. Quand on a fini de faire le scanner, on a dit que c'était un cancer. Il fallait automatiquement amputer son œil. Parce que d'où elle a l'œil gauche, elle n'a pas l'œil. La petite Ange Kessi, toute naïve encore, n'a pas demandé à naître. Sa mère peine à comprendre ce qui est arrivé à sa fille, qui n'a que 4 ans et ne va pas encore à l'école, à cause de cette maladie qui ternit son visage. Qu'est-il arrivé à la petite Ange Kessi? J'ai su qu'elle était malade au moment où, quand je me suis levée un matin, quand je regarde l'enfant, je vois apparaître une petite étincelle dans l'œil, dans la pupille noire de l'enfant. Quand j'appelle l'enfant les premiers jours, la boule disparaît. Quand je l'appelle pour mieux regarder, la boule disparaît. C'est après une semaine que la boule s'est installée définitivement. Ma petite soeur, je n'avais même pas un franc. C'est où ma petite soeur maintenant me dit, maman, est-ce que ma grande soeur, est-ce que tu vois l'œil de l'enfant là? L'œil de l'enfant, ce n'est pas bien. Elle dit que, ah, maman, l'enfant, depuis que l'enfant, si j'ai accouché l'enfant, elle ne fait que me miler, je ne sais pas ce qui ne va pas. La découverte du cancer de l'œil chez cet enfant a imposé une nouvelle vie à Karine, sa mère. Elle est sans emploi et impuissante face à toutes sortes d'actions devant concourir au bonheur de sa fille. Depuis le moment où on a dépisté que ma fille avait un cancer, on n'a même pas de quoi manger. Tous les jours, on n'a même plus de quoi manger ici. Avant, je n'habitais pas dans cette maison, j'étais dans un petit logement où je vivais seule. C'est parce que je n'arrivais pas à payer le loyer que je suis rentrée vivre dans la maison familiale. Et pour manger, c'est tellement difficile. Pour laver même les habits de l'enfant le matin, il faudrait que j'aille demander des savons chez la voisine pour pouvoir laver au moins ses vêtements. Mayo Karine ne cesse de parcourir les factures et autres documents médicaux qui entourent le processus de prise en charge de sa fille, à ce jour coincé faute de moyens financiers.
C'est quand je vais à l'hôpital Acha que ma petite soeur a pris 5 000 francs pour me donner. Je n'avais plus rien. J'ai vu 5 000 était tellement petit pour aller à l'hôpital. Où je n'ai pas prêté maintenant un autre 10 000 quelque part pour me rendre à l'hôpital de Acha. De là, maintenant, on me fait les examens. Quand le docteur me voit, il appelle son confrère. Eux, ils s'associent maintenant. Eux, ils me demandent de faire un examen. L'examen là m'a coûté presque 12 000. C'est où maintenant, quand les résultats sortent, ils me disent que c'est le cancer. Ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas les appareils adéquats pour pouvoir suivre ce traitement-là. Il faudra que j'aille soit à la clinique, soit à l'hôpital général. Là, je suis rentrée étant abattue, je n'avais même plus de force. La voiture pouvait même me cogner en route, puisque je n'avais même plus de force. Quand on m'a flashé que mon unique enfant avait le cancer à l'œil, j'étais dépassée. Tellement dépassée même que quand je rentre à la maison, j'explique à mes voisines où j'habitais avant. Ils disent que non, ça peut être un mauvais diagnostic. Il faut rester calme parce que j'étais vraiment dépassée. Quand j'arrive, ils me disent non, laisse, il faut aller le deuxième jour, il faut aller voir, il faut te débrouiller. Là, tu pars dans un autre hôpital pour voir comment ça va se passer. Peut-être c'est un mauvais diagnostic du médecin là. Et dit que moi, d'où ici, je n'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce que l'enfant a fait à qui pour avoir ce genre de maladie? Qu'est-ce qu'elle a pu faire à qui pour avoir ce genre de maladie? Les maladies que je n'avais jamais, en dehors de comprendre dans la télé, dans des séries, je n'avais jamais compris parler de ce genre de maladies ici. Tellement dépassé, j'ai laissé, au fur et à mesure, j'ai laissé passer une semaine parce que je n'avais pas d'argent pour amener l'enfant à l'hôpital. Les nuits de la petite Ange Kessie sont de véritables cauchemars. La douleur peine à s'estomper chaque soir et c'est la famille restreinte qui paye le prix, même si le géniteur est resté jusqu'ici invisible. Bon, elle n'est pas éveillée comme d'autres enfants, tellement retirée parce qu'elle a toujours mal. Au niveau du cou, il y a toujours les ganglions là et l'œil constamment, elle est en train de pleurer. Maman, mon œil fait mal. Toujours, elle me crie sur les oreilles. Maman, mon œil est en train de me faire mal. D'où elle est là, elle a déjà 4 ans. Elle ne va même pas à l'école parce que faute de moyens, parce qu'il faut déjà qu'elle soit prise en charge pour la maladie avant de pouvoir penser même à l'école. Je suis séparée avec son père quand l'enfant avait 9 mois. Depuis ce jour, franchement parlant, je ne sais pas. Quand je l'ai même appelé, même pour lui dire que l'enfant était malade, il me dit que l'enfant c'est pour la mère, l'enfant n'est pas pour le père. Bon, pour me dire que je n'ai qu'à prendre soin de mon enfant comme je peux. Bon, je suis dépassée. Difficile donc pour cette dame. La petite Ange vous regarde. Elle supplie les âmes de bonne volonté à travers ce regard de lui venir en aide. Elle voudrait vivre une bonne vie comme les enfants de son âge. Et voilà donc le quotidien de cet enfant, avec bien entendu sa maman, qui peine donc à vivre avec elle au quotidien. Justement, vous comprenez que le problème n'est pas que celui de la maladie, il y a également la vie quotidienne qui est donc très difficile pour cette petite famille aujourd'hui. L'enfant qui n'arrive pas à voir son père, l'enfant qui n'arrive pas à manger convenablement et qui souffre en même temps par cette maladie qui déforme déjà son visage et elle a presque perdu son œil. Nous aurons davantage d'explications avec nos experts qui sont déjà sur ce plateau. Docteur Ananga Sidonie, épouse Boussina, bonsoir. Bonsoir. Vous avez regardé le reportage? Oui. Qu'est-ce que vous vous dites? La première impression qui nous vient, c'est la même histoire. Le cancer, c'est toujours une tragédie dans nos familles, dans nos maisons, dans notre société. C'est une tragédie. Et ici, nous avons un cas où nous avons un enfant, ça arrive chez un enfant, c'est assez rare, mais ça existe quand même. Ces cas où on peut difficilement voir le cancer arriver et où on est obligé de faire face juste à la situation. Alors, je rappelle que vous êtes anatomopathologiste. Oui. Ça veut dire quoi? C'est une spécialité médicale qui consiste à diagnostiquer toutes les lésions anormales
anormal. Donc, je vais expliquer très simplement. En temps normal, on a une anatomie, donc le corps se présente d'une certaine manière lorsqu'on est en bonne santé. Et maintenant, lorsqu'on est malade, il y a des modifications qui vont arriver et qu'on va pouvoir voir, soit à l'œil nu, mais le plus souvent en utilisant un microscope. Donc, c'est ça qui constitue l'anatomie pathologique. Ça est très simple, mais c'est 5 ans d'études après la médecine générale. Et ça permet, en gros, de diagnostiquer le cancer et surtout de pouvoir prendre en charge le cancer de manière efficace. Parce que quand le cancer arrive, il commence d'abord à un niveau que l'œil ne peut pas voir. Au niveau des cellules, les cellules, c'est 1 millimètre divisé par 1000. Donc, il faut utiliser un instrument pour voir. Et donc, l'avantage, quand on peut faire ce diagnostic précocement, c'est aussi qu'on peut plus facilement prendre en charge et puis arriver à des résultats qui peuvent être considérés comme bons. Mais quand on ne peut pas le faire, on va toujours se retrouver face à un cancer qui est déjà très évolué et pour lequel on ne pourra que accompagner les patients vers la mort. Très bien, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous allez nous expliquer davantage sur le cas de cet enfant qui aujourd'hui a presque perdu son œil. Et également avec vous sur ce plateau, Dr Ngandjifna Charles, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sociologue et enseignant dans les universités. Particulièrement à l'université de Douala, où je suis en poste et j'ai été recruté. Voilà. Et vous également, vous avez aussi regardé le reportage, vous avez vu cette fillette et regardé également. Qu'est-ce que ça suscite en vous? Disons que pareillement aux autres cas que vous avez à traiter sur le plateau, c'est une image insoutenable d'une petite fille qui est née et qui n'a pas choisi de perdre son œil. Et une petite belle fille qui devient une charge pour la maman qui peine à avoir la pitance journalière, mais qui se trouve malheureusement coincée par cette maladie. Et d'une manière générale, dans l'ordre de préséance des sens, l'œil, les yeux d'une manière générale, c'est quelque chose d'assez fondamental. Si vous procédez par la tarsinomie, peut-être je vais laisser le soin à ceux qui ont fait anatomie, peut-être des spécialités. C'est en fait, l'œil a une préséance sur les autres organes. Donc s'il était demandé de choisir entre l'organe peut-être du sens qui est la peau, ou bien l'organe de l'ouïe, ou bien l'audition, je crois que l'œil a quand même une certaine préséance. Et dans l'approche globale de l'œil, vous voyez bien que la femme, c'est d'abord sa beauté. Et vous comprenez que les stéréotypes et les préjugés qui sous-tendent nos sociétés font que quand vous avez un œil qui se porte mal, vous perdez un peu de votre charme, vous perdez un peu de votre beauté. Et déjà, la tradition classique l'a révélé dans le dicton que vous connaissez bien qui dit que quand on est borgne, on peut être roi chez des aveugles. Donc vous suivez bien mon regard. Et dans l'approche globale, vous comprenez que dans le sens des 3 ordres des intelligences, l'intelligence oculaire est malheureusement amputée relativement à l'intelligence. Elle n'a plus que l'intelligence tactile et l'intelligence auditive. Donc vous voyez qu'elle perd une d'intelligence sur les 3 que nous reconnaissons. Merci d'être également là ce soir pour davantage nous éclairer et aussi nous expliquer sur le plan psychologique et même sociologique même de cette famille. Docteur Ngwanou Aronette, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ophtalmologiste. Ophtalmologiste. Oui. Vous avez aussi suivi le reportage et le témoignage même de la maman de Ange. Oui. Ce qui me marque dans le témoignage de la maman de Ange, c'est qu'elle a suffisamment bien décrit les symptômes. Et à travers ces symptômes, nous devons comprendre que généralement, quand nous avons un enfant dans notre entourage qui regarde, lorsqu'on le regarde surtout dans la nuit et qu'on se rend compte que l'enfant, on a l'impression que l'enfant a les yeux de chat, c'est qu'il faut commencer à s'inquiéter et il faut aller vers les professionnels de la santé. Vous travaillez pour l'hôpital La Quintini de Douala. Oui, je suis ophtalmologiste. Très bien. Alors, Michel Ngakwe, bonsoir. Bonsoir, Flavien. Vous êtes oculariste. Ah oui. Vous avez aussi suivi ce reportage. Il vous choque, il vous dérange? Vous êtes habitué? Disons que moi, particulièrement, c'est ce que je vis presque tout le temps, où je reçois les petits-enfants qui souffrent de ce mal. Et il faut leur restaurer la face en leur redonnant le sourire.
Ce n'est pas un accident, c'est plutôt une maladie, le cancer. Ça, c'est une maladie. Et je vous assure que c'est une maladie qui est en train de se répandre de plus en plus au milieu des enfants. Et comme la maman le disait tout à l'heure, elle a réagi et il ne faudrait pas que les mamans s'informent auprès des voisins. Et comme le docteur venait de nous dire, quand vous remarquez déjà les symptômes, il faut aller directement vers les spécialistes. Parce que quand vous retardez et puis ça se complique, ça arrive comme ça arrivé pour la petite fille, et vous êtes obligé de passer par un œil artificiel. Expliquez-nous davantage, oculariste. Vous faites quoi concrètement? Disons qu'un oculariste, c'est celui-là qui conçoit la fabrication des yeux artificiels, c'est-à-dire les prothèses oculaires. Il travaille avec le prothésiste oculaire, en synergie avec le prothésiste oculaire, qui lui fabrique les prothèses, alors que l'oculariste est là pour concevoir. Oui, et ça c'est des fabrications à l'image de l'œil sain. Et on appelle ça généralement des prothèses personnalisées. Très bien. Merci également d'avoir accepté notre invitation et donc vous aurez aussi à nous dire qu'est-ce qu'il faut comme solution pour cet enfant, la petite Ange. Docteur Ananga, qu'est-ce qui peut causer un cas comme celui-ci? Alors ça, c'est une question qui revient très souvent et très souvent on va rappeler que le cancer c'est un ensemble de maladies qui sont dues à plusieurs facteurs. C'est-à-dire que on n'a pas, dans ce cas, nous pensons que c'est un rétinoblastome. On a une mutation qui est connue, qui est la mutation d'un gène qu'on appelle le gène rétinoblastome, qui va donc entraîner ceci, cette maladie. C'est une mutation qui peut arriver sporadiquement, donc qui peut être causée par d'autres facteurs environnementaux. Mais c'est aussi une mutation qui peut être héritée génétiquement, c'est-à-dire qu'on la reçoit d'un des parents. Donc, la difficulté souvent avec le cancer, c'est qu'on cherche absolument à voir la cause. Généralement, on pense à une cause unique. Mais la plupart des cancers ont des causes multiples. Il y a plusieurs facteurs qui sont combinés ensemble qui vont entraîner l'apparition du cancer. Donc, je dis pour ce cas-ci, ce cas particulier, c'est un des cas que je vais dire malheureux parce que c'est assez difficile de prévoir que tel enfant aura un rétinoblastome et pas un tel autre. Comme l'ophtalmologue l'a dit, c'est une maladie qui est rare. Donc, généralement, on la découvre lorsque... Et puis, quand elle commence au départ, comme la plupart des cancers, elle n'est pas symptomatique. Donc, c'est à un certain niveau d'évolution qu'elle commence à être symptomatologique. Très bien. Alors, docteur Ngwanou, est-ce que cette maladie commence avec la naissance de l'enfant ou alors c'est avec le temps, 1-2 ans après, qu'on découvre justement qu'il y a un problème au niveau de l'œil? Généralement, chez les enfants, dès qu'ils sont nourrissons, on peut déjà avoir des symptômes ou des signes qui montrent qu'on a la maladie. Donc, en principe, non seulement les parents doivent être vigilants, mais on peut aussi aller en avant en faisant une consultation, ne serait-ce que chez le pédiatre, ou alors en faisant consulter un enfant, tout nouveau-né, tout nourrisson par un ophtalmologiste. On peut déjà voir qu'il y a quelque chose au niveau du reflet pupillaire qui montre qu'il y a quelque chose derrière qu'il faut aller chercher. C'est un problème d'éducation. Est-ce que les parents sont informés de ce qu'il faut constater? Il faut tout au moins vérifier le fonctionnement de l'enfant et observer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Généralement, ils ne le sont pas, malheureusement. Généralement, ils ne le sont pas. Ils ne sont pas suffisamment informés sur ce domaine. Ils savent généralement qu'ils peuvent avoir toutes les pathologies, c'est-à-dire l'œil est rouge, l'œil larmoie, l'œil a des sécrétions. C'est ça qui les inquiète plus. Mais quand ils regardent un enfant et qu'ils voient par exemple que l'enfant a un œil de chat, étant donné que l'enfant ne se plaint pas forcément, donc ils prennent du temps pour aller vers le professionnel de la santé. Et parfois aussi l'entourage ne contribue pas beaucoup à aider à aller vers le professionnel de la santé parce que comme il n'y a pas de douleur, chez nous surtout, particulièrement les gens à la peau noire, on pense que quand on est malade, quand il y a la douleur. Donc quand il n'y a pas de douleur,
l'entourage va dire, oh, tu vas à l'hôpital, pourquoi? Et parfois, même quand ils sont allés à l'hôpital, et qu'on se rende, on leur dit même que voici le risque que vous courez, parce que ça peut être une cataracte qui sera curable, mais ça peut également être une tumeur maligne qui sera peut-être dangereux pour votre enfant ou qui est dangereux pour votre enfant. Est-ce que les symptômes sont les mêmes? Très souvent, les symptômes sont sensiblement les mêmes. C'est-à-dire que quand on a une leucocorie chez un enfant ou un strabisme, on doit pousser les investigations. Et alors, dans notre contexte généralement, les parents, même quand bien même ils sont arrivés chez l'ophtalmologiste et qu'on leur a dit clairement le diagnostic, c'est le rétinoblastome, voici ce qu'il faut faire. Il faut faire peut-être une nucléation, il faut passer par la chimiothérapie, il faut passer par la radiothérapie. Ah non, ce n'est pas tout de suite qu'il va accepter ce que vous avez dit. Il faut qu'il aille d'abord faire le tour. Moi, j'appelle souvent mes patients les patients d'ophtalmologie sont souvent un peu les prostituées ou les touristes. Parce que dès qu'on donne le diagnostic ici, il va aller chez le Flavien, il va aller chez. Et c'est comme ça que le temps passe, et c'est comme ça que la maladie évolue. Et à un moment donné, on se retrouve à ce qui est là. Alors, ça a atteint ce niveau parce que ça a pris du temps, ou alors parce qu'on a négligé? Parce que ça a pris du temps. C'est-à-dire que le diagnostic est un peu tardif. Ça se fait quand ça a un stade un peu évolué. Alors, docteur Nadif Nar, tout cela a quand même un impact psychologique sur la maman aujourd'hui qui ne peut plus comprendre comment et pourquoi une enfant de 4 ans peut souffrir d'une pathologie, dit-elle, qu'elle n'avait pas entendue depuis sa naissance. Elle dit avoir entendu parler de ça à la télé, dans des séries télévisées. Disons que le choc va même au-delà de l'enfant qui n'est qu'un produit, parce que sur le plan psychologique, la mère doit se dire et doit bien se poser la question, bien se demander qu'est-ce qu'elle a fait pour mériter d'accoucher un enfant qui naît avec un tel mal. C'est un mal encore peut-être possiblement curable, c'est-à-dire peut-être un cancer à un niveau encore détecté un peu très tôt, comme le disait la spécialiste, mais que c'est arrivé à un moment où, à un niveau où c'est assez développé. Et puis je crois que les termes ont été clairs de dire qu'à une certaine phase ou à une certaine étape, on ne peut qu'accompagner le malade fatalement. Donc je peux comprendre que le choc d'abord de la maman, c'est d'abord de supporter sur sa conscience ce qu'elle aurait fait pour mériter cet enfant. Maintenant, dans l'approche quotidienne, cet enfant devient un fardeau ou bien devient une charge, parce que à la narration des faits, la maman n'a pas un travail peut-être qui a une rémunération particulière, donc non seulement elle est coincée, mais elle doit encore survivre. Donc le choc est véritablement double, et il y a le regard maintenant global de la société sur elle, c'est-à-dire le regard porté maintenant sur la femme. Et puis nous sommes en Afrique, et puis il y a des considérations quand même que nous avons. Donc vous allez voir que certains la taxeront peut-être de sorcière ou lui imputeront d'autres choses maléfiques. Donc le choc psychologique se situe au moins à 3 niveaux dans ce cas précis. Oui, docteur Ananga, lorsque la maladie est déjà à ce niveau, on sous-entend que, je voudrais dire, du moment où la maman s'est rendue compte qu'il y avait quelque chose quand même, un changement au niveau de l'aile de l'enfant, ça veut dire que la maladie était déjà là. Oui, la maladie était déjà là. Elle était là depuis. Donc, on ne s'est pas rendu compte aussi vite. On va continuer à dire et à redire que le cancer commence au niveau d'une cellule. Alors, la cellule, c'est quoi? J'aime bien à dire, nous avons souvent vu des règles, des traceuses qui sont millimétrées. Donc, vous prenez la distance entre 2 lignes, c'est-à-dire que 1 millimètre, vous divisez par 1000, ça fait ce qu'on appelle un micron. Donc, une cellule, c'est quelques microns. Donc, nous sommes d'accord qu'on ne peut pas voir cela à l'œil nu. Donc, c'est au niveau d'une cellule qu'un cancer va commencer, parce qu'il y aura une modification génétique, une modification dans le gène dans le gène. Chacune de nos cellules a notre ADN. Donc, dès qu'il y a une modification dans ce gène-là, cette cellule qui devient une cellule anormale, donc une cellule cancéreuse, va commencer à se multiplier d'une façon qui ne va plus respecter les règles de multiplication normales dans le corps. Donc, lorsqu'on commence à voir le reflet, en fait, c'est parce qu'il y a
une barrière, dont là nous sommes dans la structure physique de l'œil. Il y a une barrière maintenant entre le cristallin, donc la structure qui permet la concentration de la lumière pour que la lumière qui entre dans notre œil, la concentration et qui envoie les signaux au niveau du cerveau. Il y a une barrière et cette barrière est faite justement par cette tumeur. C'est pour cela qu'on a donc ce reflet qui se fait. Donc le reflet n'est qu'un signe indirect de la présence de la tumeur qui est déjà là. Maintenant, au fur et à mesure que le temps va passer, la tumeur va continuer à évoluer et donc les signes vont être de plus en plus marqués, comme la mère expliquait tout à l'heure en disant qu'à un moment, on avait l'impression que la masse voulait sortir de l'œil. Maintenant, il y a des examens qui ont été faits, il y a un scanner qui a été fait, il y a une analyse histopathologique qui a été faite. Est-ce qu'elle a suivi le processus des examens à faire pour arriver à découvrir que c'est le cancer? D'après ce que j'ai compris sur le plateau, elle a fait un fond d'œil. Donc, elle a vu, il y a une consultation ophtalmologique. Il y a eu des analyses histopathologiques, donc un anapathe, et puis il y a eu une chimiothérapie. J'imagine bien qu'elle a été prescrite par un oncologue médical. Donc je pense qu'elle a suivi le cheminement, juste que nous sommes plus ou moins à une phase relativement avancée. Et si la chimiothérapie a été faite, c'est que probablement, dans le rapport du pathologiste, il y a sûrement des éléments qui ont permis de pouvoir imaginer qu'il soit possible que les cellules cancéreuses ne soient pas forcément restées juste localisées au niveau de l'œil. Oui. Michel Ngakoui, vous disiez tout à l'heure que vous êtes habitué à recevoir ce type de patients. Déjà, lorsque l'œil est détruit, vous êtes celui-là qui redonnait un peu de l'espoir, du sourire, en faisant quoi concrètement? Disons que dans des cas pareils, l'oculariste a pour rôle de fabriquer à l'enfant un œil artificiel qu'on va placer et puis l'enfant va vivre avec. Mais avec l'évolution de l'enfant, on sera obligé de fabriquer plusieurs œils. Et là maintenant, c'est... Est-ce que ça se fait de manière volontaire? Le parent peut aller ou alors qu'il faut passer par un autre médecin qui va conseiller? Normalement, c'est l'ophtalmologiste qui doit référer l'enfant chez l'oculariste. Ça, c'est le cas où la maman ou bien les parents suivent le cheminement normal. Mais il y a des gens qui vont sortir du quartier, ils vont arriver comme ça. On ne peut pas les rejeter, on va quand même les recevoir. Mais s'il y a un problème clinique, on va alors les demander de repartir chez l'ophtalmologiste et voir ce qui se passe. Là, c'est quand il s'agit, par exemple, d'un cas d'accident, simplement. Ici, c'est un cas de maladie, je voudrais dire, c'est un cas de cancer. Docteur, est-ce que c'est le même processus? Oui, le même processus par rapport à lui, à celui qui va changer, oui, à la prothèse. Oui, en principe, quand on a déjà fait la chirurgie, je pense qu'on a fait la chirurgie chez la petite et on a fait la chimiothérapie également. Si l'œil ne voit pas, étant donné qu'on a éviscéré l'œil, ce qui reste à faire, c'est de mettre une prothèse. Et la prothèse, c'est l'oculariste qui est le mieux placé pour le faire. Et il est capable également de faire cette prothèse qui soit similaire à l'œil qui est normal pour le moment. Et je voudrais aussi rappeler à la maman que ce n'est pas une fatalité de ne pas avoir un œil qui voit. Parce qu'il y en a certains qui voient mieux avec un œil unique que certains avec les deux yeux. Comment ça? Donc, il ne faut pas qu'elle pense que si l'enfant a perdu un œil et que l'enfant ne voit que d'un œil, c'est que l'enfant a raté sa vie ou bien est déjà, je ne sais pas, perdu. Non, l'enfant peut faire toutes ses activités et parfois faire même mieux que certains avec leurs deux yeux. Je pense que vous avez déjà eu à voir, par exemple, les albinos. Il y en a parmi qui, avec leurs deux yeux, voient moins bien que peut-être cet enfant avec son œil unique. Donc, ce n'est pas du tout une fatalité. Sur le plan esthétique, l'oculariste peut faire quelque chose. Si la chimiothérapie et la radiothérapie répondent très bien, vraiment, l'enfant peut mener sa vie sans souci. Est-ce qu'avec la chimio, la maladie n'évolue plus? C'est qui met fin, un terme, à l'évolution du cancer? Le but de la chimiothérapie, justement, c'est de détruire toutes les cellules malignes, de les détruire et puis maintenant
d'empêcher la progression de la maladie. Et lorsque, comme l'ophtalmologue l'a dit, lorsque la chimiothérapie marche bien, alors il y a ce qu'on appelle la réduction de la tumeur et parfois même la disparition totale. Donc, je voudrais redire qu'en cancérologie, c'est vrai, on parle de guérison, mais il y a des critères qui permettent de parler de guérison. Mais sinon, le thème qu'on utilise beaucoup plus, c'est la rémission. C'est-à-dire que quand on a un malade qui souffre de cancer, on va le soigner. Et puis, l'objectif, c'est d'arriver à la chronicisation, que son cancer devienne une maladie chronique pour laquelle il est suivi à des intervalles réguliers. Et lorsqu'il y a des événements qui surviennent, on essaie de les prendre en charge avec les moyens thérapeutiques dont on dispose. Dans la chimiothérapie, elle va aller chercher les cellules cancéreuses. Lorsqu'elle est sensible, elle va détruire ces cellules. Alors aujourd'hui, il y a un problème, puisque lorsqu'on écoute le récit de la maman, et on a vu l'environnement immédiat, il y a un problème d'argent, un problème de moyens. Parce que tout ce qui a été fait, c'était par occasion. Quand il avait de l'argent, on allait faire. Quand il n'en avait pas, on attendait éventuellement qu'il y ait une possibilité. Effectivement, je crois que ce cas, comme les autres cas, appelle quand même un peu à la solidarité et puis devrait toucher quand même la fibre de chacun qui a au moins un minimum de considération pour le sens de la maternité ou bien de la paternité, parce qu'elle, elle n'a rien fait pour mériter. Et puis on devrait se remettre pour mieux apprécier le problème, être dans sa peau pour se dire, ça aurait pu être notre enfant, ça aurait pu être notre petite sœur, ça aurait pu être même une maman, puisque cette petite fille peut elle aussi à son tour donner. Donc il faudrait s'identifier à ce cas et se dire que ça pouvait arriver parce qu'elle n'a pas passé un concours particulier ou elle n'a pas été victime d'une malédiction particulière pour donner naissance à un enfant qui a ce mal. Et la deuxième approche de cette solidarité, c'est donc la philanthropie, donc de se sentir au moins intéressé et de pouvoir donner l'appui qu'on peut donner à l'enfant pour que ce mal cancérigène soit peut-être pensé et que la fille reprenne le propos de l'oculariste, qu'elle retrouve un peu son sourire. Donc, pour me résumer, je pourrais dire sur cette question précise, c'est la solidarité, c'est la philanthropie, c'est la magnanimité qui peut aider à faire sortir la petite fille et la maman de cette situation piteuse. Alors, cette femme qui ne fait rien aujourd'hui, elle habitait seule, elle était apparemment, elle vivait naturellement comme toute jeune femme qui se débrouille. Elle est retournée dans la maison familiale parce que plus de moyens. Et aujourd'hui, il est question de suivre donc d'aller assurer les séances de chimio. Ça devient véritablement difficile pour elle. Elle le fait peut-être de manière sporadique quand il y a des moyens. Est-ce que ça n'a pas un autre impact sur l'évolution de la maladie? Ça ne facilite pas le fait de laisser le temps passer et aller de manière hasardeuse subir une séance de chimio? Si ça peut avoir un impact, mais je voudrais rappeler une chose. Parce que si la patiente est passée par l'hôpital La Quintini, en principe, lorsqu'ils arrivent à l'hôpital La Quintini et qu'ils n'ont pas de moyens, on les envoie très souvent à la fondation. Et je pense que si la maman est sincère, elle peut le dire. On les envoie à la fondation Chantal Biya à Yaoundé, parce que là-bas, la prise en charge est pratiquement gratuite. Donc, généralement, quand on pose le diagnostic et qu'on se rend compte que les parents ont tendance à vouloir traîner un tout petit peu, la première chose qu'on leur dit, c'est de partir à l'hôpital, à la fondation Chantal Biya où certainement qu'elle n'a pas été informée, elle ne serait peut-être pas à ce niveau aussi. Les patients, généralement, ils écoutent ce qu'ils veulent écouter et puis ils laissent tomber ce qu'ils veulent laisser tomber. Mais si elle est passée par là, je dis bien par la Quintini parce que j'y suis, c'est qu'on le lui a dit clairement. Clairement. Donc, franchement, si elle est sincère, elle doit pouvoir le dire. Maintenant, si elle est en train de faire les chimiothérapies à son propre compte et qu'elle n'a pas de moyens pour le faire, je pense que ce serait une option qu'elle aurait choisie. Et vraiment, je ne sais pas, c'est qu'elle doit pouvoir assumer ce qu'elle a choisi, puisque la vie, c'est un choix. Mais je pense que si elle est passée par chez nous, ce qu'on leur dit, c'est ça.
Alors, Michel Ngakoui, pardon, ça fait quand même, c'est une fillette de 4 ans. Est-ce qu'il est possible pour elle d'avoir d'avoir une prothèse et qu'elle entretienne quand même cette prothèse, ou simplement il faut qu'il y ait l'encadrement du parent, parce que s'il voudrait quand même repartir à l'école, il va falloir être à ses côtés de temps à autre. C'est des enfants qui jouent, c'est des enfants qui ne sont pas aussi comme des adultes, c'est-à-dire savoir protéger ce qui leur est cher. Bon, disons qu'une prothèse en général, quand ça a été fabriqué par un oculariste, ça prend tout le contour de la cavité et c'est fixé de telle manière que, à moins que ça ne soit un choc trop violent, ça ne peut pas facilement partir. Bon, pour le cas d'un enfant de 4 ans, c'est déjà un enfant, je peux dire, adulte par rapport à une prothèse, puisque on commence les prothèses à 3 mois. Surtout pour des enfants qui sont nés sans le globe oculaire, qui ont eu et qu'il faudrait déjà qu'on ouvre la cavité, ça commence à 3 mois. Donc pour un enfant de 4 ans déjà, le problème c'est de l'éduquer. Même si par hasard l'enfant est en train de jouer et que sa prothèse sort, l'enfant sait déjà que je vais ramasser, aller remettre à la maîtresse ou bien rentrer avec. Et généralement à l'école, les camarades ne sont même pas au courant quand ça a été fabriqué comme personnalisé. Les camarades ne sont même pas au courant. La seule personne qu'on informe, généralement, c'est la maîtresse. Pour dire, on ne sait jamais, ça peut arriver, mais ça arrive quand même rarement. Vraiment rarement. Et puis, ça, c'est le cas où la prothèse a été faite pour cet enfant particulièrement. Bon, cependant, on a ce qu'on appelle aussi les prothèses standards, dont le genre qui a été fabriqué par une prothésiste oculaire et qui a été déposé comme ça, et où c'est un peu comme commercial, c'est-à-dire les ophtalmologues et puis les infirmiers ophtalmiques se préoccupent pour souvent placer chez les gens. Bon, là, ça peut sauter à tout moment parce que tout le contour n'est pas là. Ouais. Mais pour une fille de 4 ans, en réalité, il n'y a aucun problème. Mais il peut se poser également un problème de couleur aussi des yeux. Non, c'est que ça, là, c'est pas un oculariste. C'est pour ça que j'ai parlé d'un prothésiste oculaire. Parce qu'un prothésiste oculaire, lui, il est là pour fabriquer. Rarement, il tient compte des couleurs. Alors qu'un oculariste, lui, tient compte non seulement des couleurs, mais de tous les contours, de l'ouverture palpébrale, de la couleur de l'iris et des dimensions de l'iris. En tout cas, tout doit être parfait. Tu ne dois pas rater. Parce que quand tu as raté un œil, celui qui est le malade ne peut même pas porter cet œil. Quand il se regarde au miroir, il dit mais enlevez. Il n'y a pas d'effet secondaire, par exemple? En réalité, quand tu as fabriqué une prothèse oculaire avec la matière biocompatible avec l'organisme, il n'y a pas d'effet secondaire. Mais nous avons maintenant sur le marché des prothèses qui sortent peut-être de l'Asie, où les matières ne sont vraiment pas les matières adaptées à fond, parce que ceux-là, ils produisent pour une couche des pauvres, et quand ça arrive au Cameroun, l'enfant jusqu'à 10 ans, il n'y a pas un temps de changement. Il n'y a pas un temps. Jusqu'à tout moment, l'ophtalmologiste peut demander qu'on modifie un peu la couleur, ou bien qu'on essaie un peu d'agrandir, ainsi de suite. Ça dépend de l'évolution de l'enfant. L'enfant est en train d'évoluer rapidement. Jusqu'à 10 ans, il n'y a pas un temps. Docteur Ngandjifna, cet enfant doit être au moins rééduqué sur le plan moral aussi, mental, parce que à son âge, elle joue avec des petits voisins qui sans doute sont curieux de savoir qu'est-ce qui se passe au niveau de son œil. Et juste ici, on trouve par exemple une prothèse qu'elle va utiliser également tout au long de sa vie. Et je crois que la question mérite peut-être d'être inversée parce qu'elle, elle subit. Je crois que c'est plutôt l'environnement qui doit être compatissant par rapport à ce que l'enfant vit. Et je crois qu'il a peut-être bien expliqué. C'est vrai que nous vivons en famille. Peut-être dans le cadre de l'école, les enfants viennent des horizons divers, ne sont pas supposés savoir si la prothèse a été bien confectionnée.
de savoir qu'à la base, peut-être la fille est borgne. Mais dans le cadre familial et au quotidien, c'est possible qu'on sache que c'est un enfant qui avait d'abord une anomalie à la base. Donc, le regard davantage, c'est le regard de l'environnement. C'est-à-dire quel est le regard que ses camarades doivent poser sur elle, les voisins sur elle, les frères, ainsi de suite et autres. Et se dire toujours et avoir cette peur constante. Elle, peut-être, elle est née avec le mal, mais c'est aussi possible d'acquérir ce mal. Donc, se dire qu'à tout moment, soit par un accident violent, on peut aussi perdre son œil et arriver à son cas. Et si on procède par assimilation, vous voyez bien qu'il n'y a pas de raison fondée de se moquer d'un tel cas. Donc je crois que c'est davantage un problème qui touche à notre éthique et à notre conscience et même à notre éducation, à la citoyenneté, à nous-mêmes, de se dire que ce mal, ça peut nous arriver à nous-mêmes. Et quand on s'identifie donc comme cela, on a donc peur soit de s'en moquer, soit d'en rire. Docteur Ananga, la petite Ange aujourd'hui est toujours dans cette situation. Vous avez certainement regardé dans ce reportage. L'œil est presque fermé. Il est fermé. Voilà. Et aujourd'hui, la chimio, les séances de chimio sont, comme je l'ai déjà dit, respectées de façon sporadique. C'est quand il y a des moyens qu'on pratique. Est-ce qu'en ce moment, il est possible qu'elle porte une prothèse ou il faut attendre un respect strict du nombre de séances de chimio qu'il faut programmer, qui sont programmées? En toute honnêteté, je ne peux pas répondre de manière très précise à cette question, mais je peux donner juste des orientations. L'oculiste sait dans quelles conditions est-ce qu'il doit avoir une cavité avant de placer sa prothèse. Donc, ce n'est pas une décision qui se prend unilatéralement, c'est une décision qui est concomitante entre l'ophtalmologue, l'oculariste et puis les oncos, dont les oncothérapeutes qui prennent en charge l'enfant. C'est lieu pour moi de rappeler que tous les cas de cancer dans les normes devraient être prises en charge par une équipe multidisciplinaire. C'est vraiment difficile qu'un spécialiste se mette seul avec un patient et qu'il puisse prendre la meilleure décision pour ce patient-là. C'est vraiment toujours important qu'il puisse avoir des concertations. À tout moment, lorsqu'on a besoin d'avoir l'avis, j'aurais par exemple vraiment aimé qu'il y ait un pédiatre parmi nous, puisqu'il s'agit d'un enfant, d'avoir donc à tout moment, lorsqu'on a besoin d'avoir une précision sur un aspect, soit de l'évolution de la patiente, de l'enfant, soit l'évolution de la maladie elle-même, ce serait bien de se référer directement aux spécialistes de la question. Oui. Alors, vous pouvez répondre à cette question? Pour ce qui concerne la prothèse, en fait, lorsqu'on a déjà obtenu une bonne cicatrisation, c'est déjà l'occasion de pouvoir mettre une prothèse. Quand bien même la prothèse est là, parce qu'il faut toujours vérifier. En fait, pendant les périodes de chimio, tout ce qu'on peut éviter, c'est par rapport à l'infection. C'est-à-dire que l'infection au niveau sur le site de la prothèse. Et comme la prothèse n'est pas fixe, on peut bien l'enlever. Si on a peur pour éviter ou pour prévenir les infections qui peuvent survenir, on peut l'enlever pendant les périodes de chimiothérapie et après on replace, ça n'a pas d'inconvénient. Ça n'a pas d'inconvénient. Entre-temps, elle peut déjà porter sa prothèse en allant en même temps sur les séances de chimio. Oui. Est-ce qu'on peut prévenir, c'est une question, pour prévenir le cancer? Il y a certains cancers qui sont préventifs. Par exemple, le cancer du col de l'utérus, on ne le dira jamais assez, c'est un cancer qui est infectieux, donc il dépend de l'infection par un virus, le Human Papillomavirus, HPV, et pour lequel on est infecté par voie sexuelle. Bon, on ne va pas demander à l'espèce humaine de ne plus avoir des rapports sexuels, mais ce qu'on demande aux femmes qui sont sexuellement actives, c'est de faire des examens de dépistage. Il y en a plusieurs types, mais celui qui est le plus fréquemment utilisé dans notre milieu, c'est le frottis cervico-vaginal. Donc faire son dépistage permet pas de diagnostiquer le cancer, mais de voir les lésions précancéreuses. Parce que entre la mutation qui se passe, dont j'ai parlé tout à l'heure, la mutation qui se passe, qui va conduire au cancer, et l'apparition de ce cancer, on a un délai de plusieurs années, pouvant aller même à 10 ans. Donc on a largement le temps d'agir. Ça, c'est pour le cancer du col de l'utérus. Maintenant, il y a d'autres cancers pour lesquels
soit à cause de la localisation. Si vous avez par exemple un cancer qui commence au niveau du cerveau, vous allez avoir quelques signes et puis il faudra des examens assez poussés pour pouvoir faire un diagnostic, parfois même carrément une intervention chirurgicale juste pour faire le diagnostic avant de voir après pour le traitement. C'est un peu plus compliqué. Donc les cancers ne sont pas les mêmes en fonction des organes, mais il y a des cancers pour lesquels on peut faire beaucoup de choses. Et c'est aussi pour cela que lorsqu'on communique en termes de cancer, on va plus parler de cela. Je vais les rappeler. Le cancer du col de l'utérus, dont j'ai parlé chez la femme. Le cancer du sein chez la femme, parce que chez la femme, généralement, ça va commencer par soit une boule, soit un écoulement anormal, soit la peau qui change, soit un étirement au niveau du mamelon. Donc, l'auto-examen, donc en palpant ces seins, en observant chaque mois, est recommandé à toutes les femmes qui ont des seins pour pouvoir dépister. Donc, lorsqu'il y a une anomalie, on va à l'hôpital. Toute anomalie, ce n'est pas un cancer, mais le cancer va commencer par l'une de ces anomalies. Et chez les hommes, à partir de la cinquantaine, c'est le toucher rectal, parce qu'on va rechercher au niveau de la prostate, soit l'apparition d'une boule. Toutes les boules ne sont pas des cancers, mais les cancers vont souvent commencer par la boule. Et puis l'autre chose aussi, toujours chez les hommes, c'est le dosage d'une protéine au niveau du sang. Donc on fait un examen du sang où on recherche ce qu'on appelle la PSA. Et il y a un taux normal chez les hommes. Maintenant, lorsqu'on a un cancer et d'autres pathologies, le PSA va augmenter. Donc l'augmentation du PSA, ce n'est pas automatiquement que c'est un cancer, mais le cancer va aussi souvent se manifester par cette augmentation. Donc j'ai parlé de ces trois-là. Et chez nos petits-enfants qui ont des boules au niveau de la bouche, la joue, qui commencent à prendre du volume, ça fait pas mal, mais c'est un volume anormal, aller à l'hôpital parce qu'il est très probable que ce soit ce qu'on appelle un lymphome de Burkitt, qui est un cancer, qui est aussi très sensible, donc qui répond bien à la chimiothérapie et qui est pris en charge au niveau de la Fondation Chantal bien gratuitement. Vous n'avez pas parlé du cancer de l'œil? Justement, tout à l'heure on a dit que ce sont des cas qui sont rares. Vous comprenez? Lorsqu'on parle de la prévention, on s'occupe de la population. Alors le Cameroun, c'est combien? C'est 20 millions de personnes. Alors quand vous voulez... plus maintenant. Oui, nous sommes à 20, c'est pas 21, 22 millions de personnes. Lorsque vous voulez vous occuper de la santé de 22 millions de personnes, vous allez chercher les maladies les plus graves et les maladies les plus fréquentes. Parce que le Cameroun n'a pas l'argent à volonté. Donc il y a un budget qui est limité, donc il faut pouvoir utiliser ce budget de la meilleure des façons en soignant le maximum de personnes. Maintenant, pour les autres cas, donc en dehors des cas les plus meurtriers, les cancers les plus meurtriers chez la femme, c'est le cancer du col et c'est le cancer du sein. Le plus meurtrier chez l'homme, c'est le cancer de la prostate. Donc, en dehors de cela, pour tous les autres cancers, on va toujours demander aux patients, lorsque ça ne va pas, consulter chez le patient. Vous imaginez qu'on commence à avoir des programmes de dépistage de cancer. À longueur de journée, on ne vous parle des cancers, mais finalement, l'effet sera contre-productif. On va vous parler du cancer du sein, du cancer du col, du cancer de l'utérus, du cancer du cerveau, du cancer de la peau, du cancer de l'eau, du cancer... Il faut sensibiliser pour... Et finalement, au moment, on aura l'impression que... Il existe plusieurs cancers. Oui, il existe plusieurs cancers. On le dit. Qu'il faut sensibiliser davantage. On le dit, on continue. Pas beaucoup faire, de toute façon. On compte sur vous. Pendant que je suis à l'hôpital en train de m'occuper des patients, je ne peux pas être la même personne qui sont en train de parler à tout moment. Et mais vous, les médias, vous venez donc de le faire. Nous faisons que vous allez faire repasser suffisamment pour que le maximum de personnes soient informées. Vous comprenez? On ne peut pas le faire sans les médias. Les médias sont le relais qui parle directement à plusieurs personnes en même temps. Moi, je peux prendre 30 minutes, 1 heure de temps, je viens, je parle. Et puis maintenant, vous faites passer indéfiniment. Une grande partie de la population sera touchée. Donc, j'espère que j'ai communiqué les femmes. Faites votre frottis vaginal une fois par an. Palpez-vous les seins chaque mois. Mais chers messieurs, à partir de la cinquantaine, donc 45 ans, 50 ans, allez voir votre médecin généraliste, votre urologue, faites votre toucher rectal, faites l'échographie prostatique, dosez votre PSA. D'accord. Merci, vous avez passé un très bon message. J'imagine que vous avez sauvé des vies parce qu'il y a plein de gens qui ne savent pas ce qu'il faut faire, des hommes comme des femmes. Docteur Gadifna, vous avez... Oui, je vous ai vu secouer la tête pendant qu'elle parlait. Oui, déjà pour apprécier la bonne leçon magistrale qui a été donnée, mais j'acquiesçais davantage pour marquer quand même un peu mon désaccord relativement aux propos. C'est vrai que le Cameroun n'a pas assez d'argent, mais je crois que dans la prophylaxie des choses, il est également du devoir de l'État ou bien de l'organisation sociale de s'attaquer aux maux rares.
Parce que, évidemment, dans sa narration, elle a fait comprendre quand même que le cancer de l'œil ne court pas la rue. Donc, c'est également du devoir de l'État ou de l'organisation sociale d'avoir cette responsabilité sociale de prendre en charge des cas aussi désespérés. On a déjà un cas, donc on peut commencer à chercher d'autres cas similaires. Commencez déjà par ce cas, puisque c'est elle la spécialiste, c'est elle qui reçoit. Bon, peut-être vous allez lui poser la question de savoir, depuis peut-être qu'elle a commencé la carrière, combien de fois elle a eu affaire à des cancers relativement à l'œil. Certainement que c'est rare. Et effectivement, c'est du devoir de la 3. Donc, sur une carrière peut-être de 10. En 11 ans. En 11 ans. Vous voyez bien que la récurrence est assez faible. Et puis, ça doit donc appeler la responsabilité de l'État de dire qu'il faut au moins venir à la rescousse de ces cas, quelquefois désespérés ou bien des maladies rares. Je crois que sous d'autres cieux, c'est plutôt ça qu'on regarde par rapport aux cas qui sont récurrents. Donc, ça appelle peut-être nos services peut-être de santé, les affaires sociales, ainsi de suite et autres, d'essayer d'être un peu compatissants et solidaires relativement à ce que la maman vit. Docteur Ngouanou, est-ce qu'il y a des sensibilisations qui sont également faites pour les questions de vue, des yeux? Peut-être à partir de là, les parents peuvent déjà savoir, ça peut être pour les enfants ou pour les adultes, déjà savoir qu'il y a un problème au niveau de l'œil. Ce n'est pas assez? Ce que je pourrais dire, c'est que d'abord, il faut savoir que les tumeurs, en ce qui concerne les tumeurs oculaires, ce sont des maladies qui sont vraiment rares. Une étude hospitalière a été faite à l'hôpital gynéco-obstétrique de Yaoundé, où de 2003 à 2009, on s'est rendu compte qu'on avait toutes les tumeurs oculaires confondues. On avait 3 cas en moyenne par an. Donc, pour ce qui concerne le rétinoblastome était la tumeur la plus fréquente. Donc, c'est le cas de notre patiente aujourd'hui. Et nous devons retenir que le rétinoblastome est une pathologie qui est rare, est une tumeur maligne d'abord, qui est rare et qui survient généralement chez les enfants, les nourrissons et les jeunes enfants. Donc, qu'est-ce que le patient ou bien le parent ou quelqu'un, le commun du mortel peut remarquer chez le patient? C'est d'abord un œil qui dévie, c'est-à-dire le strabisme. Ça peut être la leucocorie, donc la coloration, c'est-à-dire que si l'enfant est par exemple dans le noir, on a l'impression qu'il a un œil de chat. Donc ça, ce sont des signaux qui doivent interpeller le commun du mortel. Et après, sa direction chez l'ophtalmologiste. Et l'ophtalmologiste, dans ces cas, va faire un examen simple qui est l'examen du fond d'œil, qui est souvent fait sur anesthésie générale, parce que ce sont les tout petits, et ça va le reconforter dans plus ou moins dans son diagnostic. Et c'est ainsi qu'il pourra demander l'échographie oculaire, la TDN, pour essayer d'avoir des précisions sur l'extension de la tumeur. Et c'est ça qui va déterminer la prise en charge en fait du patient. L'anatomopathologiste n'est pas du reste parce que c'est ça qui nous permet d'avoir le diagnostic de certitude. Donc en fait, c'est une prise en charge multidisciplinaire et ce n'est pas une prise en charge qui se fait dans un centre de santé, je vais dire dans le quartier, c'est-à-dire que ça doit être dans un hôpital de référence afin que toutes ces disciplines-là puissent intervenir. Parce que ce n'est pas une seule personne, ce n'est pas le malade de l'ophtalmo tout seul, c'est le malade de la du pédiatre, de l'oncologue et ainsi de suite. Et ce que les téléspectateurs doivent également retenir, c'est que pour ce qui concerne la prise en charge des tumeurs de l'enfant, l'hôpital, la Fondation Chantal Bien offre des prises en charge. Vraiment, il faut qu'il soit sensibilisé par rapport à ça. Est-ce que vous pensez que c'est tout le monde qui a la possibilité d'y aller? Je pense que si, par exemple, quelqu'un va rester à Douala, qu'il n'a pas la possibilité de faire la chimiothérapie alors que le diagnostic est déjà posé, qu'il n'a pas la possibilité de faire la radiothérapie et autres, de ses propres frais, nous avons toujours un membre de la famille quelque part dans Yaoundé ou dans Douala où on peut aller scotcher, ne serait-ce que pour quelques jours, pour le bien-être de notre enfant.
Donc, chacun peut aller à Yaoundé. Je pense même que parfois, les parents peuvent même rester à l'hôpital. Oui, si j'ai bonne mémoire. Les parents peuvent rester à l'hôpital. Donc, si nous aimons vraiment notre enfant, je ne pense pas que ce sera trop nous demander de nous diriger C'est la démarche qui reste à connaître, puisque elle, par exemple, elle ne sait pas comment faire pour arriver à cette fondation et bénéficier des soins, beaucoup plus de Nous, je parle spécifiquement de l'hôpital de la Quintine et du service d'ophtalmologie de l'hôpital de la Quintine. Généralement, quand on a ces cas-là, on fait une lettre de référence au patient pour que le patient s'oriente vers le docteur tel à l'hôpital, à la fondation, parce que c'est un travail d'équipe. Et on sait exactement où il va. Parfois, on les aide même jusqu'à appeler pour prendre rendez-vous pour eux. Mais très souvent, ils disparaissent dans la nature. Alors, vous pensez que quelqu'un qui a besoin d'aide va disparaître alors vraiment, qu'il y a une possibilité vraiment, Flavien, ce sont des choses qui se vivent et que c'est-à-dire, c'est quand vous l'avez vécu que vous pouvez croire que ça peut exister. D'accord. Nous avons le cas de Ange. Est-ce que on peut espérer que demain ou après-demain, il va avoir une possibilité pour son parent de l'amener de ce côté-là? Je pense qu'elle a l'adresse. Je pense qu'on le lui a dit. Et si on ne lui a pas dit, la semaine prochaine, dès mardi, moi je suis à la Quintine. Très bien. Mardi, mercredi, jeudi, elle pourra me voir et elle peut avoir mon contact à la fin de l'émission. C'est déjà une bonne promesse. Voilà. Mardi, elle peut passer à l'hôpital de la Quintine pour certainement bénéficier de cette prise en charge qui va lui être faite. Oui, on va lui donner les adresses, donc ce n'est pas un souci. D'accord. Alors, Michel Ngakwe, on va sortir du programme, mais est-ce qu'il y a également une possibilité que lorsqu'elle sort de là, et où elle sortira de là, si jamais elle parvient à céder à la Fondation Chantal Biya pour la prise en charge, et que vous lui fassiez une belle prothèse qui ne va pas défigurer cette belle fillette que l'on a vue déjà dans le reportage? Quand j'ai observé la fillette tout à l'heure dans le reportage, je pense que sûrement ça a déjà cicatrisé. Et on aurait même dû déjà lui fabriquer une prothèse avant qu'elle continue avec sa chimio, si elle est encore en séance de chimio, pour ne serait-ce que garder la forme de la cavité, parce que la masse graisseuse est en train de tomber déjà, et ce n'est pas bon signe pour un enfant, parce que c'est des parties qui reviennent difficilement avec trop de temps. Et un enfant à cet âge a besoin d'être présentable au milieu de ses amis pour ne pas se sentir frustré dans la rue, à l'école et tout. Donc, je serai disponible dès que la maman pourrait passer pour lui faire une prothèse. Une autre belle promesse également. Docteur Ananga, nous sommes dans la phase de proposition de solution. Nous sortons du programme bientôt pour attaquer une autre phase. Mais maintenant, il y a cette question de chimio qui se pose. Elle n'a pas de moyens, sa maman. Vous pouvez peut-être lui trouver un emploi ou alors lui donner la possibilité à l'hôpital général de pouvoir bénéficier des séances de chimio aussi. Il me sera difficile de donner cette promesse. Je vais rappeler que dans la prise en charge du cancer, il y a plusieurs spécialités qui se retrouvent, même si c'est une seule maladie, mais pour soigner cette maladie-là, en dehors des spécialistes d'organes, c'est-à-dire que l'ophtalmologue, parce que c'est l'œil qui est concerné, ce sera le gynéco quand ce sera le sein ou bien le col, ainsi de suite. En dehors de cela, il y a ceux qui ont des spécialités qui ne prennent en charge que le cancer, mais c'est des spécialités complémentaires qui ont des objets spécifiques différents. Alors, l'anatomopathologie, ce que je suis, s'occupe du diagnostic, c'est-à-dire c'est de dire, voici, ça c'est un cancer, ce n'est pas un cancer, et si c'est un cancer, voilà, c'est tel type de cancer, voilà son degré d'évolution, son degré de gravité, si je peux parler ainsi, et utiliser les classifications qui vont permettre aux autres après de continuer avec la prise en charge. Après les anatomopathologistes, il y a trois, bon maintenant ce sera 4 ou 5, il y a 3 spécialités qui vont suivre ensuite pour les malades adultes. On aura l'oncologie médicale, on aura dans les oncologues qui vont prescrire la chimiothérapie, on aura les radiothérapeutes et puis on aura les chirurgiens cancéreux. Donc ce sont des spécialités
qui vont toujours s'occuper de la prise en charge du cancer et qui sont totalement différentes. À côté, on a l'oncologue pédiatrique qui s'occupe des cancers, qui va faire la chimiothérapie pour les patients pédiatriques. Maintenant, encore chez les adultes, on a ce que nous appelons l'hémato-oncologue. C'est une spécialité médicale. Chaque fois que je dis spécialité médicale, ça signifie que ce sont les formations de 5 ans après la médecine générale. Donc, on finit la formation de médecine généraliste. Et puis maintenant, on fait cette formation de 5 ans pour pouvoir exercer cette profession-là, toujours dans la prise en charge des cancers. Donc, on aura l'hémato-oncologue qui va s'occuper des cancers du sang. Et puis, il y a d'autres spécialités, même à côté par exemple, de la radiothérapie. On a la physique nucléaire, qui c'est aussi un médecin généraliste qui après a fait une formation de 5 ans juste pour pouvoir utiliser les rayons, mais d'une manière différente de la radiothérapie, toujours pour soigner le cancer. Donc, c'est pour ça que je souffrais que de temps en temps, je vous dise que je ne peux pas vous répondre parce que moi, je suis beaucoup plus dans le diagnostic. Donc, la chimiothérapie, j'ai des notions, mais ce n'est pas ma spécialité. Donc, il y a des choses très précises et très pointues que je ne pourrais pas vous dire. Et donc, je souffrais que je vous réponde comme ça. D'accord, négocier quand même contre la solution auprès de... Chaque fois qu'on le peut, nous essayons de faire ce que nous pouvons pour les malades, autant que nous pouvons. En tout cas, l'équipe que j'ai toujours connue, que ce soit mes maîtres, que ce soit ceux qui sont actuellement, nous faisons des pieds et des mains pour pouvoir aider autant que nous pouvons. Ça me donne l'occasion de faire un appel. Je lance un appel parce que nous avons besoin de ressources humaines pour prendre en charge le cancer dans notre pays. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Mais par exemple, pour un cancer comme le cancer du col de l'utérus, beaucoup de choses peuvent être faites en l'état actuel des choses, mais pourvu qu'on ait une ressource humaine qui soit un peu plus abondante. Donc, chers médecins généralistes, nous avons besoin de vous dans les spécialités de lutte contre le cancer. Chers parents qui ont encore la possibilité de faire des choix pour leurs enfants, parce que ça existe encore chez nous, nous avons besoin que vous aidiez vos enfants à s'orienter dans les spécialités du cancer. Et puis, l'État étant l'État qui contrôle tout et qui dirige tout, nous continuons à plaider pour qu'il y ait davantage de place pour ceux qui doivent faire les spécialités dans le cancer, que ce soit dans le pays, que ce soit des bourses plaider formation. Plaider également pour que la prise en charge du cancer soit... bon, pas totalement... C'est tout ça en même temps. C'est tout ça en même temps. Vous n'avez pas évoqué. On a un grand problème, par exemple, toujours avec le cancer, on a un grand problème, c'est le circuit du médicament. Parfois, on presse les médicaments, on ne sait pas où est-ce qu'on va les trouver. Les patients font le tour des pharmacies sans savoir où est-ce qu'ils vont trouver les médicaments. L'État fait déjà beaucoup. C'est vrai que beaucoup peut encore être fait. D'accord. Donc, nous continuons à espérer que lorsqu'on aura davantage de personnes, beaucoup de choses pourront aussi être faites. Dr Ngandjifna, nous sortons de cette première partie, enfin je vais dire la seconde, puisque juste après nous allons proposer des cas sociaux que nous enregistrons chaque fois sur ces antennes. Naturellement, contrairement aux spécialistes, puisque c'est un problème de santé, bon, vous n'allez pas attendre du sociologue des propositions assez concrètes et peut-être médicales, mais je vais quand même rester dans le couloir de l'approche sociale, de dire que pour ce cas, je crois que la proposition pour la maman, c'est de se sentir appuyée, de se sentir soutenue, de se sentir solidaire des actions des autres membres de la société, pour éviter que ne s'altèrent ou ne s'aggravent des aspects de stigmates, de stéréotypes et de préjugés, pour ne pas étiqueter la petite fille. Donc, ce cas appelle, pour ce qui concerne les propositions, notre sympathie, notre empathie et même, j'allais dire, notre symphonie par rapport à ce qui arrive à la fille. Donc, voilà les propositions d'ordre social que je pourrais évoquer pour essayer... La solidarité agissante, qui a l'habitude d'agir, justement, va faire quelque chose. Et on le fera à ce titre où je disais, si c'est vous qui agissez, vous agissez peut-être comme père, parce qu'elle pouvait être votre fille. Si c'est elle, elle agira comme si c'est elle qui était la maman, parce que ces cas peuvent arriver. Et puis si c'est les plus jeunes que je vois peut-être dans le public, ils agiront comme s'ils aidaient leur petite sœur, parce que ça pouvait être directement leur petite sœur. Donc, dans l'un ou l'autre cas, quelle que soit la classe, quelle que soit la souche sociale, on se retrouve au moins liés par ce cas, en se disant que ça peut nous arriver, peut-être pas à cette génération, mais à une génération. On aurait posé au moins un acte de magnanimité, un acte de solidarité, un acte de philanthropie. Dr Ngandjo, on a espoir qu'on verra cet enfant aller à l'école aisément, malgré notamment son handicap, mais qui ne va pas être handicap en tant que tel, avec beaucoup plus de concours de Michel Ngakwe, qui promet en tout cas une prothèse de qualité à cette fillette. Donc, merci d'être venu.
partager avec les téléspectateurs sur la question sur ce cas de cancer de l'œil. Merci à vous, docteur Ananga, épouse Boumsina. Vous avez voulu que j'insiste là-dessus. Merci d'être venu également à vous, Michel Ngakwe, et également professeur, j'allais dire docteur Gandifna. Charles. C'est exact. Merci à vous également. Alors, nous allons vous inviter à suivre également d'autres reportages, des enquêtes qui ont été menées auprès des différents cas sociaux que nous enregistrons chaque fois sur ce plateau. Mais avant, je voudrais déjà noter ici qu'il y a des gens tapis dans l'ombre qui attendent simplement que nous présentions un cas social sur Equinox, et toujours dans le cadre de regard social. Je voudrais parler ici du cas de Norbert, qui est donc Owona Norbert, qui est l'ancien lion indomptable, l'ancien capitaine, bien entendu. On l'a découvert dans cette émission, au cours de cette émission, et il y a des gens qui se proposent, ou alors qui ont commencé déjà à négocier en sous-cap, question de vouloir s'accaparer de sa prise en charge. Pourtant, il y a un processus à respecter, mais qui n'est pas respecté jusqu'ici. Nous espérons que ces gens vont revenir à des meilleurs sentiments, c'est-à-dire rencontrer ou contacter l'équipe de regard social sur Equinox Télévision pour essayer de contribuer davantage à la prise en charge de Owona Norbert. Et ceci étant, je vous invite à suivre le reportage qui a été réalisé également sur une dame qui a des seins d'une longueur pratiquement de 25 cm, qui pèse de chaque côté 5 kg. Donc juste après, nous allons accueillir Irène Tembe. En Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. C'est un jour spécial pour cette famille. À la faveur de la montée de la Vierge Marie vers le ciel, c'est la sœur Diane Marie qui dirige la prière ce jour. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, Seigneur est avec vous, bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sœur Diane Marie est âgée de 33 ans. Née d'une famille de parents chrétiens, la fidèle de l'Église catholique est dotée des dons de guérison qui certainement ont motivé son entrée dans le cœur des sœurs religieuses. Ce qui me pousse à prendre cette décision d'être religieuse, c'est parce que non seulement étant dans mon état de maladie, je vois aussi d'autres personnes qui souffrent et je suis aussi capable de venir en aide à ces personnes malgré mon état. Je prends donc la décision délibérément d'entrer dans le service, non seulement pour moi, d'abord pour Dieu, pour moi et pour les hommes. Parce qu'il ne faut pas être égoïste. Ce que tu reçois gratuitement venant de la part du Seigneur, il faut aussi partager. La missionnaire franciscaine qui a autour des reins le cordon de chasteté avec à l'autre bout le rosaire est une chrétienne engagée qui respecte la loi de Saint François d'Assise. Je m'appelle Nkoulze Marcel Diane. Mon nom religieux, c'est Sœur Diane Marie de l'Enfant Jésus. Je suis missionnaire franciscaine du Sacré-Cœur de Jésus, TOR. TOR qui veut dire Tiers Ordre Régulier. Nous suivons la loi de Saint François d'Assise qui prône sur la diaconie des malades, c'est-à-dire nous faisons dans des prières. J'ai décidé d'être religieuse pour le souci aussi d'aider d'autres personnes qui étaient comme moi. Comme l'apôtre Paul, il est entré en service étant malade. Et dans cette posture, vu que lorsque je faisais certaines prières, ça aidait certaines personnes. Et voilà pourquoi je me suis dit, il faut entrer dans le système, non seulement pour servir Dieu, même si je suis dans la maladie, mais aussi
pour aider d'autres personnes qui étaient et qui sont même dans le besoin comme moi. Et surtout pour faire établir la gloire de notre Seigneur. La sœur religieuse de l'enfant Jésus est souffrante. C'est là où cette mission devrait même continuer. C'est là où je dois manifester même, montrer au monde que le Seigneur vit. C'est là où je dois même beaucoup plus témoigner auprès de ceux-là qui doutent encore de l'existence de Dieu. Donc je ne peux pas et je ne pourrais même pas laisser le Seigneur, non, ni même le service divin. Ça serait impossible. Sa position assise cache mal ses atouts de chanteuse. Marie, tu nous aimes. Marie, tu nous aimes. Porte-moi sur tes genoux, Marie. Berce-moi comme ton enfant. Ô mère des pauvres, refuge des affligés. Pitié pour moi, ô Vierge très sainte, pitié, pitié pour moi. Marie, tu nous aimes, tu nous aimes. Marie, tu nous aimes. Porte-moi sur tes genoux, Marie. Pour celui qui était disponible. Jouer avec les autres enfants, ce n'était pas facile. Elle était toujours assise sur place. Elle a la volonté même de nous aider dans les travaux, mais comment se déplacer sur place? Comment est-ce qu'on peut admettre ce genre de personnes, ce genre d'infirmité dans les lieux de service? Et je vous dis, dès qu'elle fait 2 pas, elle est essoufflée. Essoufflée. N'en parlons plus si elle tombe malade, comme le palu, le mal de ventre, ou si elle attrape une diarrhée. Je vous assure, mes frères, normalement, là où elle est là, elle est toujours assise avec auprès d'elle un pot pour faire ses petits besoins. Et c'est gênant. Quand on va dans les lieux publics, est-ce qu'il va falloir toujours qu'on parte avec le pot? C'est très difficile pour elle. La sœur religieuse est mal dans sa peau. Ses seins ne cessent de prendre du volume. Avec son handicap, c'est la désolation chaque fois qu'elle passe proche d'un miroir. Je n'aime pas me faire mirer, justement parce que avant, à l'époque de toutes mes sœurs, j'avais moins de seins. Et après, il y a de cela 8 ans, lorsque ce mal a commencé, quand je me faisais mirer, l'image de mes seins, ça ne me plaisait pas. Et à un moment même, ça a pris de l'ampleur, au point où moi-même, je ne me reconnais plus. Voilà pourquoi je le mets même très loin de moi. Parce que je n'aime pas l'image de ces seins-là. Je n'aime pas revoir ce reflet-là. Ce mal-là, ça m'a fait détester même tout ce qui était en relation avec mon physique, avec moi-même. Depuis son enfance, Diane-Marie est la risée des populations. Elle a fini par devenir sédentaire parce qu'elle veut s'éloigner des moqueries.
déjà, dès le bas âge, lorsque je portais même d'abord les béquilles, c'était un regard de pitié. Aujourd'hui encore, ça devient pire. Je ne sais pas quel est le mot qui vient après la pitié. Puisque si déjà, au-delà de l'handicap, je ne parviens pas à me déplacer et encore cette maladie des seins qui vient encore s'interposer. C'est toujours un regard de pitié, c'est toujours quelqu'un qui veut m'aider, c'est toujours quelqu'un qui éprouve, qui veut toujours me soutenir. Or, c'est ça qui me désole un peu parce que je voudrais aussi vivre comme une personne normale. Et comme vous avez vu, lorsque je m'habillais, il peut arriver que j'aille à la messe. Je suis obligée, parfois, pour qu'un habit me suffise, parfois je peux doubler de sous-chemisier. Ou alors je peux même d'abord porter un soutien et porter encore un sous-chemisier qui peut au moins se... Bon, mais en dehors donc de cet handicap, lorsque cette grossesse de sein vient s'ajouter, c'est là où ça devient tellement difficile. Et c'est là où, bon, comme certains ne connaissent pas d'où vient le mal, ils peuvent se plaindre de la grossesse de mes seins. Parfois, ils peuvent bien se moquer, lancer des intrigues. Bon, mais je suis obligée de supporter tout ça. Ils peuvent, bon, la plupart des cas, ils m'appellent Miss Lolo. La plupart des cas, ils se disent, ah, pousse-toi là-bas avec tes gros seins là, qui t'a même dit que quelqu'un peut avoir cette grosseur des seins, qui t'a même dit que tu es sûr que dans cette grosseur des seins, toi-même tu n'as pas eu à faire quelque chose, à prendre peut-être un produit, peut-être pour attirer de l'attention sur toi. Parce que beaucoup de personnes me l'ont dit dès le départ. Bon, mais je me suis toujours tue parce que je sais que c'est quelque chose qui est venu et je ne connais pas l'origine de cette grosseur-là. Il peut m'arriver que tu arrives dans un lieu public où tu as des difficultés, personne ne prend garde à toi. Par moment, lorsque je suis seule, il m'arrive beaucoup de pleurer. Pleurer parce que je suis sur place, je suis malade. À un moment, je suis très solitaire. Je suis très solitaire. Ça me pousse à ne même pas trop affronter le monde extérieur parce que je me dis, mon cas est classé, mon cas est fini. Donc, par conséquent, je ne dois que rester à l'intérieur. Cela fait 8 ans qu'elle porte près de 10 kg sur sa poitrine. Durant toutes ces années, aucune solution n'a été trouvée. Et la seule chose qui parvient à la distraire, c'est chanter. La vie est empathique sans Jésus-Christ. Tout est confus et sans espoir. Seigneur, assiste-nous, fais-nous comprendre que sous ton règne, la vie a un sens. La vie est empathique sans Jésus-Christ. Tout est confus et sans espoir. Seigneur, assiste-nous, fais-nous comprendre que sous ton règne, la vie a un sens. Diane-Marie est malade. Elle a besoin d'aide pour respirer une vie normale. Elle compte sur vous. Que dis-je? Sur nous. Et voilà donc la vie de Diane-Marie qui est donc souffrante. Elle a des seins d'une longueur de pratiquement 25 cm et avec
pesant d'ailleurs chacun 5 kg. Irène Tembe, bonsoir. Bonsoir Flavien. Et bienvenue. Merci. L'émission va vers la fin, mais au courant de l'émission, il y a eu des contributions par rapport au cas de Ange Kessi, qui souffre du cancer de l'œil. Tout à fait. Nous avons eu des contributions pendant l'émission. Pour le cas de la petite Ange, nous avons eu des personnes qui ont bien voulu y pencher, partager la douleur de la maman d'Ange. Les différentes contributions sont les suivantes. Bimbembe Marinette, 10 000. La famille Kungan Zege, 2 000. Une anonyme de la foi, Tinga à Yaoundé, 3 000. Zengan Djoumessi, 500. Fotson Domgue, 7 000. Jean-Yves Kamto, 2 000. Ngassa Franklin, 5 000. Samuel Gachouché, 4 000 francs. Ce qui nous donne un montant de 33 500 francs CFA. Nous continuons à demander à nos très chers téléspectateurs de continuer à mettre la main sur le cœur et de contribuer au 690 50 50 94. À la Ça, c'est pour le cas de la petite Ange. Ange Kessi, qui souffre du cancer de l'œil. Tout à fait. À la suite des contributions de la petite Ange, nous avons eu également des contributions pour le cas de Diane Marie qui est passée tout à l'heure. Les contributions sont les suivantes. Domke Bamou, 10 000 francs. Gamko Tchafak Eman, 2 000. Martial Tapi, 2 500. Bienfaitrice de Niala, 2 000. Piment, 5 000. Famille Chocote de Yaoundé, 25 000. Bienfaiteur, 25 000. Tinjong Mathias, 10 000. Tani Sonia de la Suisse, 5 000 francs. Famille Djipoukouyou, 5 000 francs. Le groupe de prière Sainte-Monique, 30 000. Olivia à Dubaï, 10 200. Un couple chrétien à Bonapriso, 15 500. Théodore Fundi, 5 000 francs. Bienfaiteur de Kotor Village, 5 000 francs. Ce qui nous a donné au compteur 340 200. Et au cours de l'émission, toujours pour le cas de Marie-Diane, nous avons toujours eu des réactions. Une famille vivant en Allemagne, 30 000. Myriam, 2 500. Bienfaitrice, 3 000. Kechu Johnson, 20 000. Bienfaitrice, 2 000. Togo, 5 000. Lolita Gamou Api, 3 000. Ngefak Choufak Karim, 1 500. Madame Jacob, 4 000 francs CFA. Alors, ça c'est la situation financière de Marie-Diane. Diane-Marie. Diane-Marie, la sœur. Voilà, donc la sœur. Donc, il y a toujours des cas enregistrés dans le cadre de cette émission Regard social pour des enfants Tchafak également. Oui, pour les enfants Tchafak également, nous avons eu une association qui a bien voulu tendre la main. Association des filles 100% Bakeko Datapak, 65 000 francs. Monsieur Piment, 5 000 francs. Et nous avons également eu un couple chrétien à Bonapriso, 35 500. Yimi Christelle Diane, 5 000 francs CFA. Voilà. Alors, autre cas également. Autre cas également, nous avons également le cas de Armand, qui est passé la semaine dernière à l'émission. Les contributions sont les suivantes. Bienfaiteur, 2 000. Léon Zénon, 10 000. Le Kumbu Kemethieu, 1 000 francs. Gérald Noupiepngan, 2 000. Numbisi Ulrich, 1 000 francs. Ndia Apollinaire, 5 000. Samuel Gachoué, 2 000. Constant Pollard, 5 000. Enonga Gisèle, 5 000. Famille Yon Ayabassi, 5 000. Gacho de Bedi, 1 000 francs. Isabelle Atangana, 3 000. Martial Tapi, 2 500. Enonga Gisèle, 5 000. Bernard Masso, 5 000. Piment, 5 000. Famille Chocote à Yaoundé, 2 500. Gobega et Sola, 3 000. Fabrice Ngetsa, 1 000 francs. Bertine Nana, Feu. Épouse Lemagine, 2 000. Jean Kémonier, 5 000. Tani Sonia de la Suisse, 5 000. Bienfaitrice de Douala, 15 000. Le groupe de prière Sainte-Monique, 35 000. Maman Jeannette, 1 500. Un couple chrétien à Bonapriso, 15 500. Une infirmière de l'hôpital Sébec, 10 000. Monsieur Derélé-Pierre, 5 000. Une famille chrétienne à Douala, 3 000. Kechu Johnson, 20 000. Seda de Bonabiri, 5 000. Une chrétienne, 2 000. Oona de Loum, 5 000. Monsieur Abesolo, 30 000.
et le mot Christian, 4 000 francs. Nous avons au compteur un montant de 211 000 francs CFA. Il est à préciser, Flavien, que ce montant de 211 500 avait été arrêté aux environs de 20 heures, mais au cours de l'émission, nous avons eu des contributions. Ce qui fait qu'actuellement, nous sommes à un montant de 280 000 pour le cas du jeune Armand. Merci. Merci donc pour toutes ces contributions. Merci également à tous ceux qui continuent de contribuer et d'apporter de l'aide à ceux qui sont en difficulté. C'est dans le cadre de cette émission Regard social. Merci. Autre précision avant de partir? Je vous donne rendez-vous jeudi prochain. Vous continuez à contribuer au 690 50 50 94 et nous sommes disponibles également sur les réseaux sociaux. Vous pouvez regarder Regard social en direct sur Facebook et nous avons également une page cas social pour toutes les questions que vous avez à l'encontre de vos différents cas sociaux. Merci. Merci pour toutes ces précisions également. Merci également à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cette autre édition. Nous sommes arrivés à la fin. Irène, nous allons dire merci à Carlos Minoué, merci à Mitterrand, Dame Georges, Eric W. Ouattad, comme il aime bien se faire appeler, Séverin Tchumban, et aussi Daniel Warren Djere, qui est le réalisateur de ce programme. Merci également à tout le public qui est venu nous assister comme d'habitude. Merci donc à tous. Et Flavien Dongo, c'était Regard social.